Dans cet épisode, je vais vous parler plus en détail de ce moment évoqué précédemment où nous avons été mis à la rue avec ma famille, de la période qui a suivi et de mes premières idées noires. Nous sommes en 1993 et ma vie commence mine de rien à se construire petit à petit. Je viens de passer un été super à partager mes passions avec des tas de gens. La musique, les jeux vidéo, les mangas, pourtant pas encore en vogue à l'époque. D'ailleurs, je passais une bonne partie de mes après-midi d'été chez un ami qui aujourd'hui est devenu auteur de manga, un passionné lui aussi. Le reste du temps, j'étais avec ma bande de potes au centre commercial et puis je passais quelques soirées avec les potes de l'école, dont Johan. La rentrée arrive, je sors d'une année de 4e avec de bons résultats et je suis dans une chouette classe de 3e. Où je commence à avoir une petite bande avec qui je rigole bien. On pourrait dire que je suis plutôt heureux. J'aurais très probablement dû rester sur mes gardes. Fin octobre, au tout début des vacances de la Toussaint, je rentre du centre commercial où j'avais passé l'après-midi avec mes amis. Il doit être 19h, je rentrais généralement autour de cette heure-là. Devant chez moi, un immense camion. Je me rapproche et je demande à mon frère aîné ce qui se passe. Il me répondra par un simple « On se casse ». Je sais pas pour quelle raison on part, mais la tension et l'émotion sont tellement intenses que je m'effondre en larmes sans même comprendre pourquoi. Mon frère me prend dans ses bras, ce genre de choses qu'on ne fait presque jamais dans ma famille. Je ressens une immense douleur et je m'éteins. On se fait expulser et je crois que personne ne sait pourquoi en dehors de mon père. Ma mère fait ce qu'elle peut. Elle avait déjà mis quelques affaires de côté pour moi, mes affaires d'école et quelques vêtements avec lesquels je vais tourner pendant des semaines. On m'expliquera plus tard que mon père voulait installer son activité d'expert conseil dans la maison où nous habitions. Il y avait de la place, mais le propriétaire refusait. Contrarié, mon père a arrêté de payer le loyer. Une idée complètement stupide. Un huissier de justice a visiblement précipité la procédure d'expulsion. Il n'avait pas le droit, d'après notre avocate, de nous expulser de suite. Mais il voulait nous mettre dehors avant la trêve hivernale. Et visiblement, comme il est huissier, il fait ce qu'il veut. On m'installe à l'arrière d'une voiture parce qu'il fait froid. J'observe ce huissier de justice se préparer à partir avec sa moto. Il est tard, son travail est fini. Il veut retrouver la chaleur de son foyer, maintenant qu'il a foutu une famille à la rue. Il s'endormira paisiblement avec la satisfaction du devoir accompli. Un déménagement non souhaité pour un enfant, ça peut vite devenir une chose vraiment dure. On perd ses amis, c'est compliqué de s'en faire de nouveau, on perd nos repères. Il y a des tas de raisons qui peuvent compliquer tout ça, même si on prend le temps d'y préparer l'enfant. Là, c'est une expulsion. On pourrait dire un déménagement surprise. J'arrive sur le fait accompli. Je suis pas prêt. Je peux rien dire. Je subis. C'est un vrai traumatisme. Je suis au début de mon adolescence, et alors que je commence à peine à me construire, un rouleau compresseur vient tout démolir. À défaut de pouvoir reconstruire, je vais dans un premier temps balancer un matelas en mousse sur ce tas de gravats, et j'aurai bien du mal à dormir dessus. Nous passerons la nuit chez la famille de la petite amie de mon frère cadet. Pendant des mois, nous serons sans domicile fixe. Nous vivrons à l'hôtel et ensuite en résidence de vacances. Un endroit particulièrement animé avec de la vie et des enfants qui rigolent partout d'habitude. Mais hors saison, c'est pas la même histoire. Pas un bruit. Et un seul enfant. Moi. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu l'ambiance de Walking Dead. Et ça correspondait bien à mon état. J'étais mort à l'intérieur. Je marchais jusqu'au panier de basket, histoire de passer le temps et arrêter de trop penser, en poussant de petits grognements de zombies. Enfin, plutôt d'adolescents en crise. Je rate des journées et parfois des semaines entières de cours. La gendarmerie finira même par être alertée car je n'ai pas encore 16 ans et l'école est obligatoire. J'enchaîne les mauvais résultats. Les profs ne comprennent pas mon comportement. Je deviens un rebelle, moi qui étais plutôt discret. J'ai 2 potes avec qui je parle de ça. Je passerai parfois une nuit chez eux pour pouvoir enchaîner 2 jours d'école. Les autres ne savent pas. Je leur dis pas. Et je sais pas si ceux qui savent leur en parlent. Je sais plus vraiment quoi dire. Celui que j'étais avant, joyeux, et qui allait vers les autres, n'existe plus. La semaine qui suivra notre expulsion, nous apprendrons le décès de ma grand-mère. Elle était atteinte d'un cancer depuis des années. Ma mère part en silence à son enterrement. Je suis au courant, mais j'y vais pas. Le voyage coûte cher, je reste seul à l'hôtel. Je quitte pas la chambre. J'écoute la radio. J'ai un puzzle 1000 pièces acheté par mon frère que je vais faire en un temps record. J'attends. Je n'arrive même pas à réaliser que je viens de perdre ma grand-mère. Quelques semaines après, alors que mon père me ramène à la résidence de vacances après l'école, il explose en larmes en m'apprenant que Circé est morte. Circé, c'est ma chienne.
C'est comme ça que mon père me l'avait présenté quand nous l'avons adopté. Mes frères ont eu Nora et Nouchka à l'époque. Et voilà Circé, c'est ma chienne. Et elle est morte. Les hôtels et la résidence où nous étions n'acceptaient pas les chiens. Alors on les avait laissés en pension dans un chenil. Elle ne mangeait plus. Elle s'est laissée mourir. J'étais dévasté. On nous avait foutus à la rue et on avait tué ma chienne. Mon père pleurait et insultait le propriétaire et l'huissier. Et moi je serrais les dents de rage. J'aurais pu tuer ce jour-là. Après ça, on a ramené les autres chiens restant à la résidence. C'était interdit, mais vu qu'il y avait personne, de toute façon, il n'était pas question de les laisser seuls maintenant. Quand c'est trop compliqué de m'amener à l'école, mes parents me laissent seul, et mes pensées sont de plus en plus sombres. Les vacances de Noël arrivent, et je vais les passer tout seul. J'aurais eu un seul cadeau, mais il est top. Ma mère m'achète Zelda sur Game Boy. Le soir de l'expulsion, j'avais ma Game Boy. Heureusement d'ailleurs, car lorsque je retrouverai enfin mes affaires enfermées pendant des mois dans des containers, je découvrirai que les gentils déménageurs qui avaient embarqué toutes nos affaires avaient déchiré le carton d'emballage de la console qui était dans mon placard. Peut-être histoire de voir si, au cas où, il n'y avait pas moyen de ramener un petit cadeau à la maison en le volant à un enfant qui se retrouvait à la rue. Je finirai ce Zelda en boucle pendant des semaines. Ça m'empêchera de penser, car quand je pense, c'est de plus en plus noir. Pendant cette période, mon père a trouvé une nouvelle maison, plus loin dans le département. Je vais donc changer de collège. Ça y est. Je vais perdre définitivement tous mes amis. Ma vie d'avant est finie. Et j'ai pas vraiment envie d'en avoir une autre. Je sais plus vraiment si j'ai envie d'avoir une vie d'ailleurs. Je me retrouve donc dans ce nouveau collège. Je n'ai pas envie de me faire des amis. Pendant les vacances d'hiver et de Pâques, je ne vois personne. J'écoute la radio, je regarde la télé, et j'attends. Je vais devenir un élève rebelle, hargneux, pas forcément perturbateur, mais il faut rien me dire, je réponds et sans filtre. Certains professeurs tenteront de me comprendre, notamment ma professeure principale qui jouera un rôle important en fin d'année. Je garde le contact avec Johan à l'époque, c'est le seul qui me répond. On reste proche et il est d'une aide précieuse, juste parce qu'il existe. J'ai toujours un ami de cette époque avec qui je veux et je peux parler. La fin d'année approche et on commence à se dire qu'il y a moyen qu'on se retrouve ensemble au lycée si on demande un BEP. Nous avons des résultats bien trop faibles pour aller en seconde générale. Et faible, dans mon cas, c'est peu dire. Mes résultats sont catastrophiques. Je finis l'année avec 6,5 de moyenne générale. Ma prof principale me dit qu'un redoublement est presque inévitable. Je peux quand même mettre mes 3 choix sur la fiche qu'on nous a donnée. Je mets donc ce BEP en premier, et 2 classes de seconde générale dans 2 lycées différents, en sachant que je n'ai aucune chance évidemment. Mais d'après elle, même le BEP ça sera compliqué. À la fin d'un cours, on discute tous les deux. Elle me dit qu'elle a vu mon dossier, qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais qu'elle veut m'aider. Je lui explique comment j'ai débarqué dans cette école, et que je veux revenir dans la grande ville pour me rapprocher de mes amis. Je vois qu'elle me comprend et elle m'explique qu'elle va tenter d'argumenter dans mon sens pour que ça passe. Un bon point pour moi serait d'avoir mon brevet. Je révise un peu l'histoire, mais en vérité, nous avons déjà fait des simulations de brevet et je m'en sors pas si mal. J'ai presque confiance en moi et je m'accroche à cet espoir. Mais j'ai quand même pas toute ma tête. Je vais réussir l'exploit de débarquer au collège en ayant complètement oublié que c'est le jour du brevet. J'ai mes affaires pour les cours du jour. Mes camarades de classe se moquent de moi et s'attendent tous à ce que j'échoue. Pourtant, quelques jours plus tard, un petit groupe viendra sonner à ma porte et m'annoncer que je l'ai eu. Alors que d'autres parmi les moqueurs, non. Et puis on reçoit la réponse pour mon dossier. Je suis accepté pour le BEP. Je vais retrouver Johan, ça y est. Peu importe si je dois me lever tôt pour prendre le train, je me rapproche de là où je veux être. Je vais tous les retrouver. Durant l'été, je suis seul et c'est pesant. Je passe mes journées à penser à cette vie que j'avais. Mais je tiens le coup. Je serai dans le même lycée et dans la même classe que Johan l'année prochaine. Je vois les choses de manière moins sombre. Je vais m'en remettre de tout ça. Je ne disais pas à l'époque que j'avais été sans domicile fixe. Je disais qu'on avait été expulsé. J'ai réalisé plus tard que c'était bien ce terme que je devais employer. C'était plus juste. De 1994 à 1996, durant nos années lycée, on jouait à des jeux de rôle avec Johan. Des systèmes de jeux qui n'existent plus du tout aujourd'hui, je pense, et dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Du jeu massivement multijoueur par courrier. Nous étions des centaines de joueurs un peu partout en France, et même certains en Suisse et en Belgique. Les joueurs remplissaient une feuille d'action. Une personne saisissait toutes les feuilles dans un programme qui calculait les résultats et nous renvoyait notre nouvelle situation. Un tour de jeu prenait 2 semaines. On communiquait avec les autres joueurs en envoyant des messages avec nos feuilles d'action, et on donnait nos coordonnées pour discuter par courrier, par téléphone, ou par Minitel. En réalité, on faisait beaucoup de diplomatie, et c'était franchement excellent. Un jour, une convention de joueurs s'organise à Paris, l'occasion de se rencontrer en vrai. On décide de partir en train tous les deux avec Johan, et il est prévu qu'on dorme chez la mère d'un copain. Une fois arrivé, on appelle pour savoir quel métro prendre, et la mère de notre copain dit qu'elle était ok pour Johan, mais pas pour moi.
Incompréhensible. Elle préfère me laisser à la rue. Sans téléphone portable, puisque ça n'existait pas, ni connaissance sur place, on ne trouve pas d'autre solution que de me faire rentrer au plus vite en me faisant échanger le billet retour par un autre. Je suis à Paris-Gare de Lyon, je vois Johan partir et moi j'organise mon retour en urgence. Pas de chance, il n'y a plus de train. Je devrais attendre le lendemain matin. Je prends le billet et je me prépare à passer la nuit dans la rue. Je suis pas bien grand, ça se voit que je suis jeune. J'ai des sous dans le sac et mon billet de train pour rentrer. Je dois faire gaffe. Je me rapproche des SDF qui squattent la petite salle d'attente chauffée de la gare. Il fait froid dehors et aussi dans les couloirs. Vers 1h du matin, les services de nettoyage nous dégagent comme des bêtes sauvages et on doit quitter la gare. Avant qu'elle ne ferme, je fais les 100 pas dedans, parce que je veux maintenir mon corps au chaud. À un moment, je serai dehors, je vais pas dormir et mon corps va se refroidir. Peut-être que dehors aussi, il faudra que je marche d'ailleurs. Tiens, mourir de froid, j'y avais pas pensé à ça. Je suis en train de penser à ça quand un type m'interpelle. Je suis évidemment méfiant. Il me dit qu'il me voit marcher depuis un moment et me demande quel est le problème et pourquoi je suis seul. Je décide d'expliquer mon cas en restant sur mes gardes. Il n'est pas très grand, pas costaud. Je pense que je peux m'en sortir s'il tente un truc. Et je vois du monde autour, au cas où je peux crier si besoin. Il me dit qu'il bosse très tôt le lendemain et qu'il habite à côté, que je peux dormir dans son salon. Comme ça, je serai pas dehors et je serai à l'heure vu qu'il devra partir bien avant mon train. J'y vais sans trop me poser de questions. J'ai décidé que je ne dormirai pas. Il ne pourra rien tenter et au moins j'aurai chaud. Ça caille quand même sévère. Je le sens pas trop de passer la nuit dehors. Allongé dans le canapé du salon, je me demande quand même comment cette mère de famille a pu laisser un gamin dans la rue. Je n'en veux pas une seconde à Johan, c'est tellement improbable comme réaction de la part de la mère de notre pote. On a réagi comme on a pu. Des années plus tard, on se serait débrouillé en restant ensemble. Mais là, on est deux ados largués à Paris. On n'a pas cherché à comprendre. Et puis je me fais cette réflexion qu'il vaut mieux que ce soit moi qui soit à la rue plutôt que lui. Comme si j'avais de l'expérience, en quelque sorte. Je finis par somnoler quand même un peu. Je me réveille au moindre bruit, mais au moins, j'ai pas froid. Je finirai ma nuit dans le train. Le lendemain, mon hôte sort de sa chambre. Il s'était enfermé. Il balisait peut-être aussi, finalement. Il y a des gens qui nous laissent dans la rue sans réfléchir aux conséquences, et d'autres qui prennent le risque d'héberger un inconnu. L'égoïsme appellerait l'altruisme ? Je sais pas comment se serait passé cette nuit sans lui. On est partis ensemble, il m'a raccompagné à la gare. Je lui ai dit merci, et je suis parti prendre mon train. En rentrant chez moi, j'étais quand même bien dégoûté. Mais Johan me racontera tout. Et il invitera certains des joueurs à venir passer quelques jours chez lui, ce qui me permettra de les rencontrer finalement. Il raconte les souvenirs de la convention. Moi, je parle pas de la nuit que j'ai passée. Pas très longtemps après cette histoire, je récupère l'album 8 barrés de Daran et les chaises. Il y a une chanson dont le refrain est « Je préfère dormir dehors ». Je l'ai beaucoup écouté cet album. Prochain épisode, Idée noire.